Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette 26e édition du Salon des maires d'Île-de-France. Merci d'être nombreux à être présents pour cette conférence inaugurale. Ce salon qui, j'en profite pour vous le rappeler, est aujourd'hui le rendez-vous régional qui réunit les grands acteurs de la commande publique. Et puis un mot sur l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France qui, depuis une trentaine d'années maintenant, est au service des communes de la région capitale et qui permet aux maires de faire entendre leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics. Alors bienvenue dans cette conférence inaugurale qui va avoir pour thème, qui va vous parler à toutes et tous, tant il est ancré dans l'actualité aujourd'hui. On va parler des transitions économiques, environnementales, sociales, sociétales, numériques. Elles sont nombreuses, elles mobilisent à la fois les pouvoirs publics et elles sont également au cœur des préoccupations des Français. Ce matin, on va essayer d'en savoir un peu plus sur les feuilles de route de chacune des institutions, essayer de comprendre comment est-ce qu'elles peuvent également travailler les unes avec les autres. Vous connaissez nos invités, je vais vous les présenter. Stéphane Baudet, président de l'AMIF, également maire d'Évry-Courcouronnes, que vous pouvez applaudir. Bonjour Monsieur le Président et merci d'être là. À votre droite, et merci de votre présence, je salue Monsieur le ministre Christophe Béchu. Bonjour Monsieur le ministre, ministre délégué en charge des collectivités territoriales. Pour représenter nos collectivités, Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse, merci d'être là. À mes côtés, le président de la métropole du Grand Paris, Monsieur Patrick Ollier. Bonjour Patrick Ollier. Et on abordera avec lui les politiques de transition qui concernent la ville de Paris. Premier adjoint à la maire de Paris, Monsieur Emmanuel Grégoire. Merci d'être là, Emmanuel Grégoire. Pour commencer, Stéphane Baudet, je voudrais vous demander peut-être une première réaction suite aux dernières élections, notamment aux élections législatives. Quelle est votre réaction et votre sentiment, Stéphane Baudet? Alors, voilà, ouais, c'est ça. Passe à ton voisin, Christophe, c'est pour toi. Non, je trouve qu'il y a et on est assez nombreux. Il y a beaucoup de candidats ici ou vainqueurs ou défaits de ce moment démocratique particulier pour le pays. J'y ai trouvé pour la première fois. Moi, je suis engagé dans la vie politique depuis une trentaine d'années, maire depuis 21 ans. J'ai trouvé une rupture très forte entre tout à la fois le non-débat national et pourtant une incarnation nationale dans cette élection et l'implantation extrêmement locale, d'ordinaire pesante de nos candidats sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est une rupture assez violente. Je ne sais pas si on relancera le débat sur la fin du cumul des mandats, mais quand même, ce qui se passe à l'Assemblée, on avait le sentiment que c'était de plus en plus loin de ce qui se passe dans nos collectivités locales. Pour le coup, avec l'élection qu'on vient de vivre, si je devais improviser une réaction, c'est une inquiétude très forte que je passe d'emblée à Christophe sur la législature à venir, sur la capacité, pour le coup, de l'Assemblée nationale à rester accrochée à nos territoires. Monsieur le ministre, vous voulez réagir à ce que le président Baudet vient de dire? Moi, je n'avais pas compris. Je pensais qu'en fait, c'était un salon de collectivité auquel Stéphane m'avait invité pour avoir l'occasion... bon. On y vient. Je vais vraiment partir de là. Vous m'avez présenté comme étant ministre délégué aux collectivités territoriales. C'est ce que je suis factuellement depuis un mois. Mais ça fait près de 20 ans que je suis élu local, 10 ans président de mon département et presque 10 ans maire et président de mon agglo et de ma ville, Angers. Toute une partie de la tonalité du débat national est incompréhensible pour un élu local. Qu'on aille expliquer qu'on ne veut pas être la béquille ou la roue de secours de tel ou tel en faisant comme s'il n'y avait pas d'habitants et comme s'il n'y avait pas de territoire, moi c'est un concept qui m'échappe. Dans nos intercommunalités, la majorité relative, elle est fréquente. Et ça arrive souvent que dans une intercommunalité, il n'y ait pas une ville, jamais d'ailleurs, mais qu'il n'y ait pas un parti qui se retrouve seul à être aux commandes. Et on construit des majorités pour être capable d'avancer. Donc on a eu des élections législatives qui d'abord ne sont glorieuses pour personne compte tenu des niveaux d'abstention qu'on a connus, qui ensuite ont témoigné d'une poussée des radicalités de gauche, de droite. Quand vous additionnez ces radicalités aux abstentions,
Ça donne un décor dans lequel la préoccupation de ceux qui veulent gouverner, agir pour les autres, devrait non pas être de continuer à avoir entre eux des chicayas, mais de regarder comment, collectivement, on relève les défis du pays, sauf si on est plus attentif au devenir de son propre parti qu'au devenir de son pays. Et c'est finalement exactement la situation dans laquelle nous sommes. Chacun se retrouve interrogé sur sa capacité à agir pour le pays. Et en local, peut-être parce qu'il y a moins de journalistes, peut-être parce qu'il y a moins de pression, peut-être parce qu'il y a moins de calculs, la plupart du temps, tout le monde se retrousse les manches et on fabrique des majorités durables ou éphémères qui permettent d'avancer sur les projets. Alors on verra comment chacun peut avancer justement sur ses territoires respectifs dans les transitions qui sont engagées. C'était le point politique pour commencer ces échanges. Stéphane Baudet, aujourd'hui, quel est l'état que vous faites, le constat que vous faites sur la priorité des Français? On a un contexte économique qui est un peu compliqué. Quelles sont les priorités aujourd'hui des Français? La priorité qui s'est le plus exprimée sur ces 4 rendez-vous démocratiques à la suite est celle du pouvoir d'achat. Mais elle vient exacerber au-delà de la crise démocratique, qui est d'ailleurs davantage une crise générationnelle à mon sens qu'une crise démocratique. L'abstention est de plus en plus structurée sur des générations et d'une certaine manière, si on analyse avec un point de vue peut-être plus d'historien que de politique, elle est finalement endémique, empirique et presque naturel, ce qui est un sujet pour nous et doit nous interroger. Donc c'est évidemment le pouvoir d'achat, lequel est confronté à toutes les transitions que l'on évoque. D'abord la transition démocratique. J'ose ce débat, même si on ne l'aura pas ici, mais c'est un vrai sujet. Les transitions écologiques et sociales que l'on évoque régulièrement, qui pour la première fois se sont invitées à l'élection municipale de 2020. La question environnementale d'ordinaire était plutôt une question d'élection nationale, voire régionale, beaucoup moins municipale. Cette fois, elle s'est imposée avec ce débat, cette dichotomie qu'il va nous falloir résoudre de fin du monde versus fin du mois. Voilà, et assez clairement, ça s'est à nouveau exprimé. Et puis les autres transitions, les transitions numériques qui sont importantes parce qu'elles peuvent permettre d'aller vers la Smart City, d'inventer ou de réinventer. On le dit souvent ici au Salon des maires d'Île-de-France chaque année, il faut réinventer le modèle communal. Il faut aussi réinventer la ville en permanence, en même temps que cette révolution numérique est un risque démocratique qu'il nous faut convenablement appréhender. Donc c'est un peu tout ça qui crée cette espèce de sentiment un peu anxiogène dans la population et qui peut générer le dégagisme, le rejet, le ras-le-bol, le sentiment qu'il n'y a pas de résultat, même si, pardon de le rappeler, on est ici à l'échelle locale, qu'en moyenne en France, les maires sont réélus à 70-75%, qu'ils sont encore à 60% de cote favorable et qu'ils font en moyenne 3 mandats, ce qui démontre bien qu'à l'échelle locale, la capacité à avoir du résultat, la capacité à traduire ce résultat en confiance reste encore très pertinent. Et donc, de facto, dans ces transitions, dans le changement de société, dans le changement que l'on doit à la planète, c'est bien peut-être à l'échelle locale le seul endroit où on peut avoir suffisamment de relations de confiance avec les habitants pour transmettre des messages. Voilà, ce qu'attendent donc les Français aujourd'hui. Un mot sur la situation économique des collectivités. On imagine que l'impact, le contexte économique va aussi possiblement avoir des impacts positifs, certainement négatifs. Comment est-ce que vous jugez la situation aujourd'hui dans la question de la réinvention du modèle communal, on a pris tous de plein fouet le pacte de stabilité en 2014-2015. 11 milliards d'économies sur les collectivités et principalement les communes. Pour la mienne, avant que je fusionne Évry et Courcouronnes, j'étais à 70% de baisse de dotation d'État entre 2010 et 2017. Là, assez clairement, dans le programme du président, on nous annonce à nouveau une coupe franche de 10 milliards dans les années qui viennent. Je passe à l'échelle de ma commune mon budget supplémentaire dans 48 heures et Christophe me disait qu'à Angers, ils ont fait de même hier. On est quasiment sur le même chiffre puisqu'hier, il a voté 1,5 million des prix de coût de l'énergie pour sa collectivité. Moi, je passerai au budget 1,7 million. Donc, c'est évidemment très concret. Donc, peut-être moins de dotation, en tout cas des économies à faire. 1,7 million d'augmentation d'énergie, ça n'est qu'une prévision. On ne sait pas bien à quoi on va être mangé cet automne et cet hiver. Le débat à venir cet après-midi ou demain, je ne sais plus, Christophe, tu nous en diras peut-être un mot sur le point d'indice des fonctionnaires. Donc on a une équation à résoudre qui de toute façon est de plus en plus complexe, alors même, et on l'a démontré notamment ville, région avec l'État durant la crise sanitaire, c'est bien nous qui jouons le rôle d'amortisseur social et encore plus encore quand il y a une crise.
Alors, on va maintenant entrer dans ces transitions. Je propose que l'on commence sur les transitions environnementales et économiques. Madame Pécresse, au sein de la région Île-de-France, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qui vous mobilise et quelles sont les actions qui vont marquer la feuille de route à court terme, à moyen terme, sur ces transitions-là? Je crois que Stéphane a très bien expliqué, et Christophe aussi, qu'il y a finalement deux grands enjeux pour nous, les collectivités, et pour l'État. C'est à court terme la question sociale et à moyen terme la question écologique. Et les deux ne doivent pas se télescoper. Vous savez que la région Île-de-France est une région de contraste. C'est à la fois la région la plus riche de France, avec le PIB de la Suisse, mais en même temps, c'est une région avec les quartiers les plus pauvres de France et des problématiques sociales extrêmement fortes et des inégalités très fortes. Donc la réduction des fractures doit être notre priorité, toutes les fractures. Et donc fracture sociale, fracture environnementale. Et pour ça, cette année, on va lancer ce qui est un grand exercice régional qui s'appelle le SDRIF, le schéma d'aménagement de l'Île-de-France. Alors, ça peut paraître très technique quand on en parle comme ça, mais en réalité, c'est quelque chose de très politique, puisque c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir construire dans la région, où est-ce qu'on va mettre les activités, où est-ce qu'on va mettre les espaces verts, où est-ce qu'on va mettre les logements, et comment est-ce qu'on va redessiner l'Île-de-France à l'horizon 2040. Donc bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un SDRIF environnemental, c'est donc de mettre la question de la renaturation, de l'harmonie entre l'homme, la ville et la nature au cœur de ce schéma. Ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on fasse toute la transition énergétique. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on triple le nombre de bornes électriques pour pouvoir passer à la mobilité électrique. Ça veut dire qu'il faut qu'on prévoie les transports. Ça veut dire aussi que la question du mal logement va se télescoper avec la question du zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on préserve les espaces verts tout en logeant une population qui ne cesse de s'accroître tous les ans, 50 000 nouveaux habitants par an. Donc on va avoir des problématiques très fortes, mais ce que la région veut faire, c'est une région polycentrique. On veut être polycentrique. On ne veut pas tout concentrer au cœur de l'agglomération parisienne ou de la métropole. On veut vraiment que dans chaque espace de l'Île-de-France, dans chaque territoire, on trouve tout. On trouve du logement, de l'emploi, de la formation, des espaces verts, dans chaque endroit. Et qu'on arrête avec la spécialisation des espaces. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est une région équilibrée et solidaire. Dans ce plan de développement, comment est-ce que vous travaillez avec les autres collectivités? On va parler de la métropole du Grand Paris dans quelques instants. Quel est le lien que vous avez avec les autres acteurs? D'abord, on consulte les maires, puisque c'est le maire qui sait ce qu'il veut construire et où. Donc c'est le maire qui commence, qui est la cellule de base de la région, c'est le maire. Ensuite, évidemment, on travaille avec les intercommunalités qui sont en charge notamment du développement économique. On travaille et puis d'un certain nombre d'aménagements et d'infrastructures. Ensuite, avec les départements, avec la métropole. Donc, on travaille avec... on récupère toutes les contributions des uns et des autres. Mais l'échelon de base, c'est le maire. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui décide du visage de sa ville. Et pour moi, c'est très important que le maire soit vraiment, j'allais dire, le chef du village. Parce que c'est lui qui a la légitimité démocratique. C'est lui qui est élu au suffrage universel direct. C'est lui qui rend des comptes à ses habitants. Et c'est à partir du maire. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand un maire veut qu'un projet voit le jour, il voit le jour. Quand un maire ne veut pas d'un projet, ça ne sert à rien de le lui imposer parce que ça va mettre des années et des années et des années. Donc moi, je travaille en général avec les maires. Patrick Ollier, vous travaillez aussi avec les maires d'Île-de-France? Je travaille d'abord avec les maires de la métropole, puisque la métropole du Grand Paris est la plus grande intercommunalité de France. C'est une intercommunalité, c'est-à-dire une association de maires. Il y a des présidents d'intercommunalité ici qui savent ce que c'est. Et bien sûr qu'on travaille avec la région. Nous avons signé avec Valérie Pécresse une convention de partenariat et ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Et tant que la métropole peut rester une métropole des maires, comme l'a dit Valérie Pécresse, elle a raison, ce sont les maires qui décident ensemble de leur destin. Et c'est mieux qu'ils soient ensemble dans une métropole plutôt que séparés. Donc la métropole a plusieurs objectifs, puisque vous avez parlé de la transition, je crois que c'est l'objectif. Je ne parlerai pas du Parlement, je ne parlerai pas de ce qui se passe sur le plan national, mais je vais quand même dire un mot là-dessus, parce que j'ai retenu ce qui a été dit. La distance qui est prise avec le pouvoir central, parlementaire, je parle de l'Assemblée nationale, et les élus locaux est catastrophique. Et la suppression du cumul des mandats porte un coup terrible au fait que les personnes qui sont élues députés légitimement, je ne discute pas de ça, bravo pour eux ceux qui sont élus, ne connaissent pas nos problèmes, ne vivent pas nos problèmes et ne peuvent pas en parler en connaissance de cause.
Et ça, c'est un gros problème pour nous. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on a cassé la boussole de l'aménagement du territoire dans notre pays. Il n'y a plus, je le dis au ministre, d'aménagement du territoire. Et à partir du moment où il n'y a plus d'aménagement du territoire, c'est très compliqué, même avec la bonne volonté de tout le monde, de réussir à coordonner et harmoniser. Cela étant dit, j'en arrive aux transitions. La métropole a souhaité créer des instruments, parce que c'est bien beau de parler transition, transition, transition. Si on n'a pas les instruments qui permettent de mettre en œuvre la transition, on n'y arrive pas. Donc on a voté il y a maintenant 3 ans notre plan climat-air-énergie. La métropole, c'est 7 millions d'habitants et 131 maires. À l'unanimité, ce plan, il y a 200 conseils métropolitains, a été voté. Et à partir de là, il décline ce que nous pouvons faire et qui s'inscrit d'ailleurs dans ce que Valérie Pécresse vient de dire, qui est le SDRIF de la région. Nous nous intégrons dans le SDRIF de la région. Alors il va être modifié. Et nous, on a voté le schéma de cohérence territoriale c'est le deuxième instrument, pour notre métropole il y a 4 mois. Ce schéma de cohérence territoriale qui a été voté à 94% des 200 conseillers, parce qu'on a de toutes couleurs dans la métropole, mais on travaille tous ensemble, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Et on réussit. Ça fait 4 ans qu'on réussit, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à réussir. Ce schéma de cohérence territoriale prévoit la définition très précise. Tu en as parlé, Valérie, et ça reprend un peu ce qu'on fait. Et si d'aventure le SDRIF évolue, nous voterons un avenant au SCOT pour qu'il continue à s'intégrer dans le SDRIF, parce que c'est le schéma régional, bien sûr, qui prédomine. Dans ce SCOT, on a prévu, d'une manière un peu autoritaire, je le reconnais, la désimperméabilisation des sols, par exemple, pour citer un exemple. On a prévu le retour de la nature en ville, et dans le cadre de la transition écologique, nous avons prévu la renaturation dans l'ensemble des projets. Et dans le cadre d'Inventons la métropole numéro 3, le concours qu'on vient de lancer, il y a obligation pour tous les aménageurs de prévoir un pourcentage de naturation dans tous les projets qu'ils présentent. Non. Donc on a maintenant nos instruments, le plan climat-air-énergie, le SCOT, le schéma régional, le schéma métropolitain. Et à partir de là, les maires s'inscrivant dans ce schéma, suivent le schéma et répondent aux exigences de la transition écologique et de la transition énergétique. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je peux en parler si vous voulez. La renaturation, on va en parler avec Yann Grégoire. J'imagine qu'évidemment, ça va faire plaisir à la mairie de Paris. Juste un mot sur le plan de relance métropolitain qui a été voté il y a 2 ans, 110 millions. Il y a 50 actions structurantes sur ce plan métropolitain. Qu'est-ce qui reste encore à faire aujourd'hui ? Les projets sont tous lancés. Hein. Ils sont tous lancés, il reste à les achever. Et ils s'inscrivent quasiment tous dans le cadre du thème de ce colloque sur la transition écologique et la transition énergétique. Quasiment tous, que ce soit des constructions, que ce soit des activités économiques, parce qu'on aide aussi au développement de l'économie, mais dans le cadre des aides que l'on apporte, il y a des exigences écologiques qui sont impératives dans les contrats qu'on signe avec les ayants droit. Valérie Pécresse parlait tout à l'heure du déploiement des bornes électriques en Ile-de-France. C'est le cas aussi de la métropole du Grand Paris. Ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça à Malakoff. Oui, on travaille ensemble avec la région parce qu'elle a son plan. Moi, j'ai lancé un plan de 5000 bornes dans le cadre de l'aire métropolitaine. Ces 5000 bornes commencent à... Oui, on a inauguré récemment, c'est vrai, avec le maire, on était à... Je me souviens plus où on a inauguré, parce qu'on a inauguré ici les Moulineaux. Malakoff. Et puis Malakoff aussi, c'est vrai. Et ces 5000 bornes s'inscrivent aussi dans le plan qui s'ajoute aux 5000 bornes, parce que ce que Valérie Pécresse a lancé s'ajoute à nos 5000 bornes. Et tout ceci va contribuer à accélérer, parce que c'est bien beau de dire la transition énergétique, c'est bien beau. La métropole apporte des aides pour l'achat des voitures neuves. En gros, les aides cumulées avec l'État, ça fait 19 000 € pour un véhicule neuf, monsieur le préfet, et 13 000 € pour un véhicule d'occasion, c'est quand même pas rien ce qu'on apporte. Et ces aides apportent des moyens pour acheter des véhicules neufs dans le cadre de la zone à faible émission qu'on a créée. Oui. J'en prends la responsabilité puisqu'elle a été votée, qui nous crée des difficultés évidentes. Et notamment, j'ai vu le président de la Chambre régionale des artisans et commerçants, le président de la Chambre régionale du commerce, et je sais très bien ce qu'ils nous disent. Parce qu'il y a des difficultés énormes pour les artisans qui viennent travailler dans l'aire métropolitaine et qui, dans 2 ans, n'auront pas le droit de traverser la métropole avec des véhicules polluants. On rappelle que cette zone est délimitée par la 86 et l'idée... À l'intérieur de la 86. À l'intérieur de la 86. Alors, je termine. Et on a pensé aux personnes défavorisées. Et l'État, et j'en remercie le préfet qui a beaucoup travaillé pour ça, le préfet de région, M. Guillaume, on a obtenu du ministre qu'on ait un prêt à taux zéro. Il a fallu 3 ans pour l'obtenir. On l'a eu. Merci. Ce qui fait qu'on a des garanties d'aide et de soutien. Et je regarde Emmanuel Grégoire parce qu'il
il avait, avec Anne Hidalgo, énormément insisté sur cette thématique-là. On a gagné. Mais on n'a pas tout gagné parce qu'il y a ceux qui viennent de l'extérieur, qui vont rentrer à la métropole, qui posent des problèmes. Et nous sommes en train de discuter avec les chambres régionales pour voir comment on va leur permettre de continuer à faire le travail sans les sanctionner. Merci Patrick Ollier, Emmanuel Grégoire. Ce sont des politiques politiques publiques qui résonnent au sein de la mairie de Paris, j'imagine, aussi. Oui, elles résonnent et surtout elles n'ont pas de sens si elles n'étaient construites qu'à l'échelle de la ville de Paris, ce qui nous amène à avoir un dialogue constructif et exigeant avec un certain nombre d'acteurs. Peut-être 2 observations préalables sur ces enjeux. La période politique que nous connaissons est à la fois hasardeuse et, je le crois, ou en tout cas je le souhaite, très prometteuse. Pourquoi ? Parce que dans une singularité institutionnelle, elle va supposer beaucoup de dialogue et de co-construction. Que ce soit dans le travail des collectivités entre elles ou que ce soit dans le dialogue vis-à-vis du gouvernement. Et moi, je dois dire ma satisfaction que l'un des principaux ministres en charge, vous, en l'occurrence, ayez une longue expérience d'élu local, département, commune, qui est une vision qui a pu, dans l'histoire, parfois manquer à la centralité du pouvoir. 2 observations. La première, c'est que l'annonce, la prévision d'une nouvelle baisse des financements des collectivités territoriales ne me paraît, je vais le dire très franchement, c'est le lieu pour le faire, ni souhaitable ni soutenable. Et je dis en plus, y compris peut-être en décalage à ce que ma fidélité politique devrait me conduire à dire, que j'ai infiniment préféré le pacte de Cahors plutôt que les baisses brutales de 2014, Stéphane Baudet et le ministre l'évoquaient, d'une ampleur vraiment très, très brutale sur les collectivités. Nous devons trouver un chemin de portage politique des enjeux à envergure nationale ensemble. Et je le crois, sur des sujets difficiles. Vous ne trouverez pas un maire dans la salle pour vous dire qu'il est contre la renaturation. Pas un pour vous dire qu'il est contre la lutte contre la pollution. Pas un pour vous dire qu'il est contre le développement des transports en commun, des mobilités douces. Enfin, sorti des généralités, c'est en mettant les mains dans le cambouis qu'on se rend compte que ça tâche. Et l'urgence climatique impose des actions fortes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Valérie Pécresse. Notre métropole, notre région, et c'est une subtilité juridique qui, je crois, échappe à nos concitoyens en réalité, elle n'a de sens et d'équilibre que si elle est multipolaire. J'en suis convaincu. Et l'intérêt de Paris, ville de Paris, c'est que nous soyons dans une métropole multipolaire. L'hyperconcentration de valeur dans l'hypercentre de Paris, même pas de façon équilibrée dans tout Paris, est un déséquilibre structurel de notre métropole qui est mortifère pour son avenir à long terme et mortifère pour les équilibres, y compris de notre pays, compte tenu du poids que nous représentons, capitale et région, dans l'économie française. Donc nous devons construire ce chemin ensemble, mais il faut que nous puissions trouver un chemin méthodologique, sans nous mettre d'accord tout de suite sur le fond, puisque sans doute ce ne sera pas le cas maintenant. Comment on assure la transition écologique ? Comment on la finance ? Comment on la rend soutenable pour tous les acteurs qui ne peuvent pas, avec autant de volontarisme que nous, entrer dedans ? Patrick Ollier le mentionnait à l'instant, tant qu'il n'y a pas d'alternative aux camionnettes ou aux camions frigorifiques qui alimentent l'intégralité de nos zones de distribution logistique en alternative au diesel, il faut trouver un chemin d'exception pour ces professionnels et il faut qu'on aide, et l'État évidemment est le mieux armé pour le faire, à la transition industrielle. Et donc il va falloir trouver un chemin méthodologique autour de quelques grands enjeux. La renaturation en ville, c'est très important et c'est partout important, y compris à Paris, et vous savez qu'Anne Hidalgo l'apporte de façon très volontariste. Je le crois qu'il faut, avec notamment l'ouverture du Grand Paris Express, franchir un cap très significatif dans le changement de paradigme des mobilités, de décarbonation des mobilités, de lutter contre la voiture individuelle, c'est-à-dire l'autosolisme que la science dénonce comme l'une des absurdités les plus puissantes de nos modèles de soutenabilité des grands systèmes urbains.
Il faut qu'on réfléchisse aux grandes infrastructures. C'est le projet que nous avons commencé à maturer sur les autoroutes du futur. C'est celui que nous avons maturé sur l'atelier du périphérique et sa transformation. Et je sais qu'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont commencé à travailler sur un chemin qui permettra de créer, peut-être pas un chemin de consensus, mais d'acceptabilité, un chemin de crête dans lequel personne n'est poussé d'un côté ou de l'autre dans le fossé. C'est une responsabilité éminente et je crois que dans la période nationale, pour reboucler avec ça que nous connaissons, les collectivités territoriales vont avoir un rôle déterminant et peut-être du coup une responsabilité historique qu'il va falloir relever. Alors, sur les actions de la mairie de Paris, vous en avez engagé déjà certaines depuis très longtemps. Celles qui sont à venir, est-ce que vous avez des futurs projets à nous annoncer ce matin, Mille Grégoire, sur ce que la mairie de Paris pourrait engager là, sur la deuxième mandature d'Anne Hidalgo ? Alors oui, ils sont connus. D'abord, nous devons organiser les Jeux Olympiques et je crois qu'au-delà de l'importance de l'événement pour notre pays tout entier, son image et son prestige et son rayonnement, se posent 2 sujets. L'accélération de la transition écologique grâce à l'organisation des JO, à la fois pour montrer que nous savons organiser des grands événements mondiaux qui soient sobres sur le plan environnemental, démontrer que c'est un accélérateur de la transformation des modes de déplacement dans leur très grande diversité, les mobilités individuelles, la logistique urbaine et tous les sous-jacents. La question de l'héritage, qu'est-ce qu'on va donner à quoi ça sert pour les franciliens, pour les grands parisiens, pour les Français d'organiser les JO. Ça ne peut pas être uniquement d'organiser une belle fête pendant 2 fois 15 jours. Et il y a vraiment le sujet, il arrive qu'il soit un petit peu électrique avec des partenaires, c'est bien normal, chacun a son angle son regard et défend les intérêts de ses concitoyens qui le représentent. C'est le sujet de la transformation de l'espace public, le sujet de la végétalisation, le sujet de la transformation des autoroutes urbaines en boulevards urbains. C'est le sujet pour le périphérique, puisqu'il est particulièrement totémique. C'est le sujet aussi pour toutes les grandes pénétrantes autoroutières de notre région. Comment les rendre beaucoup plus soutenables, beaucoup plus respectueuses en matière de santé environnementale, notamment en particulier des habitants qui habitent à proximité. Et en même temps, de rendre ça compatible avec l'idée que nous vivons dans une des métropoles les plus attractives du monde, que notre rôle et notre devoir, je le crois, est de préserver cela pour l'avenir de nos enfants et de notre pays. Je suis certain que ce chemin existe. Il sera difficile, il mobilisera de la ressource, mais l'urgence est telle que nous devons maintenant agir. Et c'est à l'aune d'un mandat qu'il faut le faire et pas à l'aune de 5 ou 6. Et alors sur Paris 2024, je vous renvoie à une conférence qui aura lieu demain ici à 16h30 et on parlera des héritages à la fois matériels et immatériels de ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour Paris et pour l'Île-de-France également. Vous avez soulevé, Stéphane Baudet. Oui, juste une petite réaction à ce qui a été dit sur la question du polycentrisme, auquel par nature je suis très attaché puisque avant d'en devenir maire, je suis un enfant de l'ex-Ville-Nouvelle d'Évry. Le polycentrisme, il est d'autant plus essentiel dans une région comme la nôtre. J'aime bien le rappeler, je préfère le dire notamment pour tous les collègues maires qui sont présents ce matin et qui pourraient avoir le sentiment que parfois dans nos discours, ils sont oubliés. L'Île-de-France, c'est parfaitement à l'image de ce qu'est la France. C'est un territoire urbain, périurbain et extrêmement rural. Sur les 1200 communes d'Île-de-France, il y en a 800 qui ne font pas 2000 habitants. Et donc, par nature, si on n'est pas capable de travailler dans l'esprit gaulien de l'ouvrier, pour ceux qui se souviennent sur l'impact des villes nouvelles à la fin des années 60, à un véritable polycentrisme complet, emploi, offre de formation, recherche, développement économique de manière générale, loisirs, etc., alors non seulement on ne peut pas faire fonctionner une région Île-de-France qui se densifie en solde migratoire de 50 à 70 000 habitants par an, mais surtout on continue de donner le sentiment qu'on délaisse nos campagnes et nos maires des très petites communes de la région qui ont ce sentiment et qui, là aussi, exacerbent les résultats électoraux tels qu'on a pu les voir il y a quelques temps. Donc il faut aussi qu'on ait cette capacité-là, dans nos planifications d'aménagement, de ne pas oublier ces territoires qui sont non seulement essentiels, ils le sont sur les questions agricoles, bio, circuits courts, etc. Ils le sont en matière de nature, pardon de le dire. Ils le sont aussi en matière de transhumance
Et on le voit bien avec l'effet Covid sur la recherche à nouveau d'espace, de nature, etc. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce prisme-là, mais la question du polycentrisme, c'est aussi se rapprocher de nos campagnes qui sont extrêmement présentes en Ile-de-France. Et le Covid a complètement transformé les aspirations des franciliens. Les franciliens, maintenant, ils veulent de la nature. Et donc, on voit une arrivée de familles colossales en grande couronne. Et donc, il faut pouvoir répondre à ces nouveaux besoins, petite et grande couronne d'ailleurs, parce qu'on quitte Paris et on essaye d'avoir des appartements plus grands et on veut télétravailler et on veut une autre vie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on amène tous les services de la grande ville au plus près des habitants. Et donc, c'est un enjeu majeur. Mais il faut savoir que, par exemple, un chiffre qui est impressionnant, il y a 8000 places vides dans les lycées parisiens. 8000. Et on doit créer 10 lycées nouveaux en grande couronne. Et on doit en créer aussi 10 en petite couronne. Donc, en fait, il y a une transhumance des populations à laquelle nous devons répondre, et ce qui est une formidable chance pour l'Île-de-France en termes de nouvelle qualité de vie. Alors, on va parler des transitions sociales et sociétales dans quelques instants. Mais Grégoire, vous avez levé cette idée de comment, plutôt de cette question de comment est-ce qu'on accompagne, avec quels moyens on accompagne ces transitions économiques et écologiques. Quels sont les moyens que l'on doit donner aujourd'hui aux collectivités territoriales, locales, pour qu'elles puissent s'engager dans ces transitions, qu'elles puissent les accomplir? Monsieur le ministre. Bon, avant toute chose... Je ne parle pas au ministre du budget, hein, mais peut-être que sur la stratégie... Je vous rassure, je ne vais pas vous répondre comme ministre du budget. La question de l'urgence climatique, elle ne se discute pas. La question, c'est la manière dont on y répond. Et je pense que les collectivités sont une partie déterminante de la solution. Moi, je rêve, peut-être à tort, d'un modèle dans lequel on ne se contente pas, quand on est une collectivité locale attachée à sa responsabilité, à sa libre administration, qui consiste à dire « qu'est-ce que vous faites pour moi ?», mais qui consiste à dire « si vous me donnez ça, je vais être en capacité d'aller plus vite sur tel ou tel sujet ». D'abord, aujourd'hui, sans loi, sans texte, sans budget, il y a des milliers de communes de ce pays qui ont mis en œuvre parfois des solutions très simples, qui vont appeler de la lutte contre le gaspillage, qui vont appeler des solutions de bon sens, et qui sont de l'écologie de proximité, qui sont de la transition écologique de proximité. Ça va de celui qui, sans le théoriser, fait en sorte de limiter sa consommation d'eau, à celui qui pose des panneaux photovoltaïques sur son vestiaire de club de foot, etc. Et ces initiatives-là, elles existent, et je rêve d'un recueil de bonnes pratiques à l'échelle de notre pays qui donne des idées, parce que on peut faire des guides, on peut s'appuyer sur l'ADEME, on peut voter des budgets avec des procédures, mais dans plein de cas, il y a d'abord des solutions de bon sens pour lesquelles beaucoup d'élus ont juste besoin d'avoir quelqu'un qui leur dise « confronté à tel problème, j'ai fait telle chose ». Je vous donne un exemple. Il y a 10 jours, le gouvernement a annoncé un plan d'1 demi-milliard d'euros de soutien pour la renaturation, pour la désimperméabilisation, pour la végétalisation. Il y a des milliers de communes de France qui, sans attendre un dispositif national, ont débitumé des cours d'école, ont fait en sorte d'avancer sur tel ou tel sujet. Et donc, avant de répondre sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, je pense que partir de ce qui se fait déjà et des solutions qui existent, c'est la base sur laquelle il faut qu'on soit capable de travailler. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Et les choses ont été dites. Et on est dans une situation très paradoxale. Quand on fait une photo de la situation des collectivités locales, toutes strates confondues, au 1er janvier, la photo est excellente. Globalement, la capacité d'épargne de nos collectivités entre 2017 et 2022, elle s'est améliorée. Il y a des disparités, mais le vrai problème, c'est pas tellement la photo, c'est le film. Parce que la situation qui était la nôtre au 1er janvier, dans un contexte de guerre en Ukraine, d'inflation, de dégel du point de la fonction publique qui, pour une commune, représente 50% de nos dépenses de fonctionnement. Tout ça fait qu'en l'espace de quelques mois, les conditions ont changé, qu'on commence à avoir des interrogations et des inquiétudes sur les avenants que nous devons passer pour finir des chantiers où les prix ne cessent d'augmenter, qu'on ne sait pas comment nos plans pluriannuels d'investissement vont pouvoir être tenus à court ou moyen terme, et que, en fonction de nos collectivités, entre la moitié et les 2 tiers de nos investissements prennent en compte la transition écologique quand on les fait,
Et même quand c'est pas l'objet, qu'on fait un gymnase, qu'on intervient sur une salle culturelle, on en profite pour améliorer le niveau de performance du bâtiment, on en profite pour produire éventuellement des énergies renouvelables. Et donc on voit la manière dont, finalement, si on fragilise l'investissement des collectivités locales, on fragilise la capacité à porter la transition écologique. Il y a des sujets sectoriels, ils sont énormes. Pour avoir dans une autre vie, avec Stéphane Baudet, siégé au sein de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, la décarbonation de nos mobilités, ça ne se fera pas avec un coup de baguette magique. C'est à la fois le programme x2 de la SNCF, c'est la question de la densification de l'offre de transport en commun à l'échelle de nos territoires, avec ici des problématiques qui sont particulières, mais qui existent partout, avec une réflexion autour de RER en région, autour de cette idée que dans un certain nombre d'endroits, le modèle francilien peut donner des idées pour desserrer la contrainte sur un certain nombre de métropoles, avec des réflexions qui coûtent moins cher, mais qui sont socialement moins simples à faire accepter, de voies réservées pour lutter contre l'autosolisme qui commence à se généraliser sur un certain nombre de territoires, sur des heures de pointe ou sur des sujets de ce type. Bref, on a un panel de solutions, on a un mur d'investissement devant nous. Alors, il y a un sujet qui est, dans un contexte budgétaire que nous connaissons, où le quoi qu'il en coûte n'est plus d'actualité dans la totalité des domaines, avec en plus une remontée des taux qui menace une partie de nos équilibres budgétaires, quel pacte et quelle relation entre l'État et les collectivités territoriales? Ça va être au cœur des discussions que je vais commencer d'avoir, que la Première ministre va avoir dans les jours et dans les semaines qui viennent. En quelques mois, le contexte a changé. Imaginez que le gouvernement déciderait demain de faire un copier-coller du contrat de Cahors, avec un seuil de dépenses à pas dépasser, alors que l'inflation et la progression de la valeur du point poussent nos dépenses de fonctionnement à la hausse sans qu'on fasse quoi que ce soit. On voit bien que ça ne peut pas être le modèle. Le sujet, c'est comment, dans le soutien que nous avons à poursuivre et à prolonger vis-à-vis des collectivités territoriales, on assume le fait d'avoir des objectifs en commun. Et au lieu de pénaliser les mauvais élèves, je le dis avec plein de guillemets parce que c'est pour le synthétiser, comment dans un certain nombre de cas, demain, on peut regarder pour accompagner les bons et pour faire en sorte que la dépense utile à la transition écologique, à la conciliation de la fin du monde et de la fin du mois, elle puisse faire une feuille de route pour les 5 ans qui viennent dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques et de sa déclinaison pour les collectivités locales que nous aurons à établir ensemble. Stéphane Baudet, pour réagir à ce que M. le ministre vient de dire. Dans ce que vient de dire Christophe Béchu, il y a un élément important. Je me permets juste de le mettre de côté. Il y a en effet la question de la remontée des taux. Il y a la question de l'augmentation très forte du prix des matières premières. C'est-à-dire que même les collectivités qui s'engagent dans les investissements, même celles qui ont fait l'effort, y compris d'ailleurs, je me permets de le dire, par la fiscalité, d'être offensive sur ce mandat-là pour ne pas baisser les bras, se retrouvent confrontées non seulement à un mur financier, à un mur de taux, mais en plus avec un mur de saturation de prix, de matières premières qui manquent, etc., qui font qu'on n'est même pas certain de réussir, quand bien même on a envie d'investir, à le faire. Il y a aussi la question du rôle social des collectivités. On n'en parle pas souvent. On l'avait dit, j'allais dire ici, physiquement on n'était pas encore installé porte de Versailles, merci Philippe Goujon de nous accueillir. On l'avait dit en 2014 au pacte de stabilité à Manuel Valls à l'époque. Attention sur l'impact sur l'emploi. Ça n'a pas loupé. 2015, 30 000 emplois en moins dans le BTP. Parce que quand les collectivités n'investissent plus, au-delà du fait qu'on n'avance pas sur la transition écologique, on a un impact social qui est réel. Donc nous, on est évidemment disposés à travailler avec le gouvernement pour un pacte de confiance. Mais un pacte de confiance qui soit stabilisé, qui permette de donner de la lisibilité. J'entends ce que dit Christophe, mais encore une fois, il a été maire longtemps, donc il voit bien ce que l'on veut dire. Avoir une vision à 5 ans pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de remettre le couvert, alors sur le budget général, sur la DGF en général, mais enfin après, derrière, sur toutes les multiples sous-couches qui animent notre débat public local. On signe un contrat de ville, enfin on espère signer rapidement le prochain contrat de ville pour les villes en politique de la ville, et puis d'être obligé de renégocier avec l'État déconcentré chaque année les baisses de subventions qui ne correspondent pas au contrat qu'on avait signé. On a besoin de lisibilité, on a besoin de stabilité pour justement engager le changement. Parce que cette transition écologique, même si on est capable d'avoir un échange de bonnes pratiques, même si on est capable d'avoir un guide et un recueil,
elle nécessite du temps pour être mise en œuvre. Et ce temps-là nécessite pour nous de la visibilité. Je pense que si vraiment on doit avoir une ligne directrice, alors, le contrat de Cahors, il a peut-être en effet des effets sans doute moins néfastes qu'un pacte de stabilité, mais enfin il a eu des effets de bord considérable pour nos collectivités également, ne serait-ce que le fait, on l'a vécu avec Valérie à la région Île-de-France, c'est que quand on arrivait à décrocher une subvention à l'échelle européenne et que du coup, d'une certaine manière, on augmentait notre chiffre d'affaires, notre capacité à faire, on était sanctionné par le contrat de Cahors et ces fameux 3%, ce qui était complètement irrationnel et contre-productif. Donc ni pacte de stabilité, ni contrat de Cahors, ça nous oblige à être à nouveau autour de la table et à trouver ensemble une solution constructive et durable. Je propose que l'on parle maintenant des transitions sociales, sociétales, numériques et un sujet qui touche et qui concerne notamment l'Île-de-France, c'est celui de la santé et des déserts médicaux. Près de 4000 médecins libéraux en moins en Île-de-France en l'espace de 10 ans. Comment la région peut-elle faire face à cette désertification ? Alors, je sais que l'AMIF va dévoiler un document demain, donc peut-être que Stéphane peut introduire son constat, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est le premier désert médical français et que les Français ne le savent pas et n'ont pas du tout cette vision-là de l'Île-de-France, parce qu'on a l'impression que comme on est une région très urbaine, on a plein de médecins, et comme on forme énormément de médecins à Paris, ben on les garde. Non, en fait, on ne les garde pas. Ils s'en vont après. Donc le sujet de la désertification médicale, la région veut le prendre à bras-le-corps. Moi, ce qui me semblerait logique, et c'est pour ce sur quoi je plaide, c'est qu'on ait une vraie décentralisation. Alors je bois les paroles de Christophe Béchu, parce que c'est au gouvernement à peu près le seul qui connaissent vraiment les collectivités territoriales à ce stade. Mais la loi 3DS est une loi des occasions manquées. Et nous, on attend, en matière de santé notamment, on attend une vraie décentralisation avec la possibilité pour les régions de s'impliquer vraiment à la tête des ARS, en lien avec les départements qui eux aussi ont toute la compétence du médico-social, faire une vraie j'allais dire, territorialisation de la démographie médicale, parce qu'on forme les infirmières, on a une compétence universitaire, on a une compétence recherche, on finance des dizaines et des dizaines de maisons médicales, on finance l'arrivée de la télémédecine, on finance la fibre, mais c'est pas nous qui avons la régulation médicale. Donc c'est un petit peu bizarre, et c'est vrai que ça nous manque pour pouvoir vraiment lutter contre ce phénomène de désertification qu'on veut vraiment prendre à bras-le-corps. Sur d'autres aspects de la transition sociale, sociétale et numérique. Alors sur la transition sociale, le sujet c'est le bouclier social, c'est comment faire en sorte que des familles qui tombent dans la précarité, dans la pauvreté aujourd'hui, avec l'inflation, avec le chômage ou qui sont éloignées de l'emploi, puissent s'en sortir, et comment faire pour que leurs enfants aient un avenir qui s'ouvre devant eux. Parce que le sujet de l'Île-de-France, c'est que c'est la région normalement de tous les possibles. C'est la région qui donne sa chance à chaque Français. C'est pour ça que les Français viennent en Île-de-France. Ils viennent de toute la France, ils viennent du monde entier pour pouvoir réussir. On est la région de la réussite. Donc il faut qu'on offre cette réussite à tout le monde. C'est pour ça qu'on a énormément travaillé sur l'offre d'ordinateurs à chaque lycéen, des outils pédagogiques qu'on n'a pas dans d'autres régions, un laboratoire pour apprendre des langues. On veut une région totalement multilingue, un laboratoire gratuit, Kios. On travaille aussi sur tous les tarifs. On va geler nos tarifs de cantine à la rentrée prochaine pour permettre aux jeunes, aux familles de ne pas avoir un surcoût. Donc on a fait tous les manuels gratuits, tous les manuels scolaires gratuits. Donc cette question de l'aide aux jeunes est cruciale. On a des bourses pour les bacheliers, mention très bien, boursiers. On a des bourses pour les jeunes qui veulent reprendre leurs études et passer le bac tout au long de la vie. Sur tous ces sujets-là, on est très moteur. Et évidemment, les sujets de la formation. Nous, on veut doubler le nombre de bénéficiaires du RSA en formation région. On n'en a que 20 000, on voudrait passer à 50 000. On a 138 000 formations qui sont aujourd'hui ouvertes pour aller vers les métiers qui recrutent. L'Île-de-France, là aussi, c'est un paradoxe. On a 700 000 chômeurs et on a des métiers qui explosent en nombre de recrutements. Donc il faut absolument qu'on organise cette transition de la formation vers les métiers en tension. Et ça va être aussi tout l'objet de l'agence de l'orientation régionale que nous allons mettre sur pied et qui va venir dans les collèges pour amener les jeunes avec les milieux économiques vers les métiers qui recrutent. Patrick Ollier, les actions sociales sortent un petit peu du cadre des missions de la métropole du Grand Paris. En revanche, le sociétal
qui est relié en fait aux questions environnementales et économiques. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ces actions ? Alors, malheureusement, la métropole n'a pas les compétences en matière sociale et en matière de santé. C'est bien dommage. Mais malgré tout, on s'y intéresse à travers le concours Aménagement de la métropole et les projets d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on demande, tant que faire se peut, en fonction des souhaits des maires, là où il y a vraiment une pression terrible sur le manque de médecins, dans les nouveaux projets qui sont en cours, là il y a 27 villes qui ont concouru, de créer des maisons de santé, ou ce qu'on appelle des maisons médicales. Nous avons signé un accord hors compétence avec le principal syndicat de médecins qui va nous aider à amener ces médecins vers ces projets. Ça, c'est pour les déserts médicaux. Et c'est le président Ludovic Toro, qui est président de la commission santé, qui s'occupe de ces problèmes. Je souhaite qu'un jour, on ait une compétence sociale. Comme ça, on pourra aider la région avec nos moyens pour faire converger nos capacités. Mais en dehors de ça, tout ce qui est sociétal est hors compétence de la métropole. Donc, je ne vais pas m'engager là-dedans parce que sinon, je prendrai la place de mes collègues qui sont là. Il me semblait que vous souhaitiez réagir sur le SWAP, le secours d'aide d'urgence aux personnes, qui est un sujet sensible dans la profession des pompiers. 80% des interventions se font sur ces interventions aujourd'hui, en tout cas sur l'activité opérationnelle, 80% sur l'activité opérationnelle. Comment est-ce que la métropole du Grand Paris peut-elle agir pour aller dans le bon sens ? Alors, comme on le fait pour les maisons de santé, je voudrais que le préfet se bouche les oreilles, parce que nous entrons dans un cadre qui n'est pas tout à fait celui de nos compétences. Nous avons des réunions avec les acteurs de ce principe qui est très, très important, de secours immédiat, de rapidité d'intervention, pour donner des possibilités à des projets qui existent, afin de les aider à être financés. Mais on ne peut pas prendre la compétence, on ne peut pas prendre nous-mêmes la construction du projet. Il faut qu'il y ait un projet présenté par une ville ou par un acteur. Et là, on intervient pour financer parce que là, il y a vraiment une urgence. Et il faut que tous les financements qui peuvent être mobilisés, que ce soit la région, la métropole ou les mairies, puissent converger vers ces actions qui sont indispensables au niveau sociétal. Valérie Pécresse, vous parliez tout à l'heure donc des jeunes, de la formation, des études. Emmanuel Grégoire, la petite enfance, vous y êtes très engagé, et sur notamment les transitions qui concernent à Paris. On a vu apparaître la rue des écoles. Vous avez les transformations des cours d'école qui sont engagées par la mairie de Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet, ce que vous faites aujourd'hui, et est-ce que ça ne pourrait pas, en fait, à terme, devenir des modèles qu'on pourrait décliner dans d'autres communes et pourquoi pas à l'échelle nationale ? Si, absolument. Monsieur le ministre, d'ailleurs, l'évoquait sur les actions concrètes qui sont menées. D'abord, nous le faisons massivement à Paris et c'est un effet taille, mais beaucoup de communes ont déjà engagé ce changement. C'est d'abord une révolution des usages de l'espace public. L'argent public est trop précieux pour qu'on ne maximise pas l'usage des équipements. Et dans cette tradition de cloisonnement des équipements publics, il y avait une perte de potentiel d'usage. Je rappelle, les écoles, le soir, c'est vide. Et donc, si ça peut être plein avec des choses utiles, c'est quand même infiniment moins cher que de construire des choses à côté. Et concrètement, quoi ? Plein avec quoi ? Exemple typique, action associative. Voilà, il y a suffisamment d'associations. Autre exemple, les gymnases. On a développé beaucoup l'usage autogéré par des associations, des clubs sportifs, sur des horaires tardifs qui paraîtraient incongrus pour un certain public, mais qui sont extrêmement pratiques pour des urbains qui veulent faire du sport entre 22h et minuit. Eh bien, c'est beaucoup moins cher pour nous tous de le faire dans des gymnases disponibles pour cela. Donc, révolution des usages. Le deuxième, et tout ça est évidemment très lié, c'est la transition écologique, qui est d'ailleurs à dimension lutte contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, mais qui a une dimension sociétale très forte de pédagogie vis-à-vis des enfants sur la perception de l'espace public urbain, y compris sur les approches genrées de l'espace public. Et essayons de prendre un peu de hauteur par rapport au débat hystérique sur le sujet. Il y a une vraie politique genrée, scientifique de l'espace public qui consiste à dire, et mon gamin déteste la cour Oasis qui a été fait dans son école, pour la simple raison, c'est qu'elle supprime le terrain de foot qui embolisait 90% de l'espace utile de la cour, qui était utilisé par 10% des gamins, dont mon fils. C'est un sujet quand même, ce qui ne les empêche pas maintenant de faire du foot à côté. Et donc,
c'est vraiment un effort collectif qui fonctionne parce qu'il est porté par les pouvoirs publics qui mettent des moyens, mais il est porté d'abord par la communauté éducative, par les enseignants, par les directeurs d'établissements qui sont de plus en plus convaincus, par les parents d'élèves, etc., etc. Et ça fonctionne bien. Je voudrais revenir sur un sujet qui est la santé, parce que il faut quand même prendre la mesure de la gravité de la situation dans laquelle on est, y compris sur Paris. Paris est un lieu qui apparaît statistiquement hyper privilégié sur la santé. Il est devenu, au moins au plan sociétal, un désert médical comme bien d'autres endroits. Pour un autre sujet sous-jacent que celui de la démographie médicale, mais qui est aussi le secteur d'exercice, il n'y a plus ou quasiment plus d'installation en secteur 1 à Paris. Alors ce n'est pas un sujet pour tout le monde, notamment pour ceux qui ont une mutuelle complémentaire, mais ce n'est pas le cas pour l'immense majorité des populations les plus précaires, qui sont par ailleurs celles qui ont les besoins de santé les plus forts. À Paris, nous avons une démographie médicale qui est catastrophique. Les départs de médecins généralistes à la retraite dans les 10 ou 15 ans qui viennent, c'est 80% de la cohorte des professionnels. Ça aura, je le dis et je me tourne vers le gouvernement, mais si ce n'est pas le secteur du ministre présent, ça va immanquablement soulever deux débats. Ils sont inéluctables. C'est la limitation de la liberté d'installation et d'exercice des médecins. Je le crois inéluctable. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est inéluctable. Il n'y aura pas le choix, on ne saura pas soigner les gens. Donc il faudra sans doute revaloriser les secteurs 1 pour le rendre plus attractif et en parallèle le rendre à exercice quasi obligatoire sur une partie du temps d'exercice des professionnels de santé. Et la liberté d'installation est une mystique qui marchait dans les dizaines d'années où il y a eu croissance démographique et croissance des numerus clausus. Mais la gestion du numerus clausus ayant été, à mon avis, un tout petit peu frileuse en termes de régulation, nous allons au-devant d'une catastrophe sanitaire qui est, à mon avis, le deuxième enjeu sociétal le plus important, après un sur lequel je ne suis pas revenu, mais que Valérie Pécresse a évoqué, elle a 100 000 fois raison, c'est la crise du logement dramatique qui s'annonce. Les effets cumulés, élections, période électorale, crise Covid, crise ukrainienne, exigence environnementale en plus, acceptabilité. Nous allons au-devant d'une crise de l'habitat majeure. Ces deux enjeux, la santé et avoir un toit sur sa tête, au moment où les crises sociales s'aggravent, ça devient des sujets absolument incontournables. Vous êtes raccord sur ces points, la santé et le logement. Comment aller plus vite ? Comment travailler ensemble de manière plus efficace pour avoir des réponses rapides ? Stéphane Baudet. D'abord, oui, à chaque fois, ça marque un peu l'auditoire profane. Mais oui, souvent, nous sommes raccords. Ça permet de boucler la boucle avec le début du propos, parce que quand on est à l'échelle extrêmement locale, on est toutes et tous confrontés à la même réalité, aux mêmes familles, aux mêmes problèmes. On a coutume de dire qu'il manque 1 million de logements en France. Il ne faut donc pas s'étonner qu'on ait des nouveaux modèles économiques qui viennent par porosité s'installer et dans nos quartiers populaires et dans nos quartiers pavillonnaires avec de la découpe, avec de nouveaux modèles qui font que, par exemple, quand vous êtes en gestion de plan de sauvegarde d'une copropriété en difficulté qui se cassait la gueule depuis des années, vous vous retrouvez quand la collectivité essaye de racheter des appartements avec des budgets trop limités parce que, paradoxalement, le prix de l'immobilier repart à la hausse dans ces copropriétés en difficulté parce que le modèle économique qu'elles permettent dans des appartements pourris fait qu'on n'est déjà plus en mesure de faire. Et ça régule très très vite les différences politiques potentielles qu'il peut y avoir entre nous. Parce qu'on a les mains dans le cambouis. Quand il s'agit de lutter contre la désertification médicale, d'aller créer une maison médicale, dont je me permets de rappeler quand même accessoirement que ce n'est pas le boulot de la commune. Voilà, quand je mets 2,5 millions pour créer la maison Simone Veil, en l'occurrence maison de santé au plein cœur du quartier du Canal, en me bagarrant bien, je réussis à toucher 600 000 € de subvention sur 2,5 millions. Voilà, donc après, ça veut dire que j'en fais 1,9 million sur le budget communal, sur une compétence qui n'est pas du tout la nôtre. Donc on voit bien sur ce cumul, et pardon de le dire ainsi, mais ça positionne bien ce qu'est le rôle de la MIF et ce qu'est ce rendez-vous du Salon des maires d'Île-de-France, avec plus de 220 partenaires qui sont nos experts qui viennent nous accompagner pour justement essayer de trouver des solutions rapides, même si elles ne sont pas toujours faciles, parce qu'on est aussi victime d'injonctions contradictoires entre l'artificialisation des sols d'un côté, la nécessité de construire de l'autre, et nous, collectivités élues,
on n'est pas seul, on a besoin de tous les partenaires qui nous entourent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la MIF organise à la fois ce salon et vous invite évidemment à échanger avec tous les professionnels qui font la ville avec nous. C'est la raison pour laquelle la MIF, depuis plusieurs années maintenant, produit des livres blancs. Elle a produit 2 livres blancs sur la sécurité. On a produit avec Jean-Philippe Dugoin et James Chéron un livre blanc sur le logement il y a 2 ans. Nous produirons, je vois Véronique là-bas, j'ai croisé Ludovic Taureau tout à l'heure, nous produirons demain, après l'Assemblée Générale de la MIF, Valérie là en exclusivité et en avant-première, un livre blanc justement sur la santé, pour avoir des propositions un peu décapantes qui naissent de l'expérience qu'on a vécue à travers la crise sanitaire. J'évoquais la région et les communes, mais puisque je vois mon ami François Durovray avec les départements également sur leurs compétences sociales. Quand on voit par exemple que pour se doté d'un robot médical complémentaire dans le centre hospitalier sud-francilien qui est installé chez nous sur Évry-Corbeil, on va chercher une subvention départementale, une subvention de l'agglomération, une subvention de la commune. On voit bien qu'il faut qu'on se réinterroge justement sur le pacte que l'on doit passer collectivement. Et pour faire le lien, je change de sujet, mais tu nous invitais tout à l'heure à une forme de vadémécum des bonnes pratiques. Tiens, je t'en donne un, puisque nous en avons édité un en juin justement sur les transitions écologiques. Alors ce salon de la MIF, c'est aussi l'occasion de signer quelques conventions. Valérie Pécresse, cet après-midi, vous en signez une. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Je pose la question à Patrick Ollier parce que j'en avais une aussi pour Patrick Ollier. Une convention cet après-midi. Et je vous repose la question dans un instant. Alors Patrick Ollier, vous avez une convention que vous signez État-ADEME cet après-midi ? Avec monsieur le préfet de région et l'ADEME cet après-midi pour confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le cadre de la transition énergétique et la transition écologique, c'est-à-dire c'est une convention qui fixe, alors je reprends l'expression que le ministre a utilisée tout à l'heure, les bonnes pratiques en la matière et qui va nous permettre une interaction entre l'État, l'ADEME et la métropole pour mettre en œuvre ces bonnes pratiques dans les communes qui voudront et qui auront des projets à développer. Et si vous le permettez, je veux dire un mot sur le logement. Parce que c'est facile de dire il faut construire, mais il faut savoir comment on peut construire. Et j'ai un problème, ville de Rueil-Malmaison, 80 000 habitants, à 10 minutes de Paris, j'ai un problème énorme, je vois le foncier qui monte, le prix du foncier qui grimpe. Et tous les maires de mon département, on a une réunion encore ce soir ensemble, disent la même chose. Et tout le monde dit la même chose, y compris à Paris. Et le prix du foncier devient un problème qui est un handicap majeur pour les maires constructeurs, les maires bâtisseurs. Donc ça, c'est un premier problème. Alors je passe le ballon au ministre parce que malheureusement, je ne vois pas comment on peut résoudre le problème. Deuxièmement, on a une loi qui a été votée. Cette loi impose 70 000 logements à construire par an dans la région parisienne. Et je parle de la métropole, c'est 70 000 logements, c'est 39 000 dans l'aire métropolitaine. Et avec le préfet de région, on a travaillé sur la répartition par commune des possibilités de construction. Et nous sommes en train de préparer le PMHH, à la demande du gouvernement, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qui fixera justement les capacités pour construire des différentes communes par rapport à l'obligation de la loi. Mais le problème, c'est que si un maire ne trouve pas de foncier accessible à acheter pour pouvoir construire, il ne pourra pas construire. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Et c'est peut-être pour la petite couronne, Valérie, même la grande couronne, le principal handicap de voir ces prix monter. Nous ne sommes pas maîtres du marché et ce ne sont pas nous les responsables. J'ai retrouvé la convention qui va être signée. Alors en fait, c'est Île-de-France Mobilité qui signe une convention cet après-midi. Alors, notre conviction à Île-de-France Mobilité, que je préside en tant que présidente de région aussi, et à la région, c'est que les initiatives citoyennes sont clés dans la transition écologique et qu'il faut qu'on s'appuie sur l'expertise citoyenne. Et donc, nous signons cet après-midi un accord avec les associations d'usagers des transports publics qui s'appellera les témoins de ligne. Les témoins de ligne, ça va être quoi ? Ça va être ce qu'on appelle en bon français dans le texte du crowdsourcing, c'est-à-dire du renseignement par le bas, par la foule, sur comment ça se passe sur chaque ligne de transport. Et donc, on va donner aux associations d'usagers le pouvoir de nous faire remonter les informations. Ça s'appellera les témoins de ligne, et on va les prendre à témoin sur tous les dysfonctionnements ou les bonnes pratiques, bon fonctionnement de chaque ligne. Voilà. Pour en faire quoi après ?
pour corriger tout ça avec des tableaux de bord extrêmement fins et être en réaction, en réactivité maximale par rapport aux désagréments que subissent les usagers. Vous savez qu'on a quand même fait quelque chose de bien dans ces 6 dernières années, c'est que maintenant, la SNCF et la RATP remboursent automatiquement les voyageurs lorsque la ponctualité étant inférieure à un certain seuil, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on prend en compte, on se met de plus en plus au service du voyageur. Et je pense que l'expérience usagée dans les services publics, c'est ce qui doit nous guider désormais pour améliorer encore cette qualité des services publics. On est vraiment au service des citoyens et la région se veut en très grande proximité. Monsieur le ministre, Ça vient mettre à mal un vieux débat avec les usagers et les transporteurs, qui était celui de la validité réelle de toutes les statistiques de performance qui sont toujours contredites par les voyageurs. Et donc là, voilà, on aura un retour réel qui viendra objectiver les chiffres qu'on reçoit habituellement. Monsieur le ministre, on constate que les différentes collectivités peuvent travailler ensemble. Le président Macron faisait l'année dernière l'état que l'action publique était souvent éclatée entre kyrielles d'opérateurs. Comment est-ce qu'on peut fonctionner aujourd'hui pour avancer plus vite et répondre mieux aux attentes des Français ? Vous savez que la même question posée en changeant le mot collectivité locale par parlementaire suscite des commentaires depuis 10 jours, à la fois de tous les journalistes et toute la classe politique, sans avoir manifestement encore complètement trouvé une solution et un point d'atterrissage. Et pourtant, c'est ce que vous venez de dire, il y a ici des gens qui participent pas aux mêmes majorités, qui n'ont pas les mêmes positions et qui soulignent à la fois ce que sont leurs convergences et leur capacité à avancer ensemble. Et je vais même vous dire un truc. La plupart du temps, le tempérament et la personnalité comptent davantage pour les élus locaux que la couleur de la carte qu'ils ont. On a parlé de logement. Entre un maire qui veut et un maire qui ne veut pas, et je reprends ses propos auprès de Valérie Pécresse, il y a des communes qui construisent malgré les difficultés, et il y en a qui trouvent tous les prétextes pour que le dernier collectif à s'être exprimé permette d'aller bloquer un projet et d'avancer. Certes, il y a le Covid, il y a plein de raisons. Je prends mon territoire. On est à 25% en avance sur les objectifs au cours de ces 4 dernières années sur notre production de logements d'après notre PLUI. Parce que quand on est entré en confinement, on a considéré que l'examen des permis de construire était une tâche essentielle qui nécessitait que les agents de la collectivité continuent à les faire pour le jour où on allait déconfiner. C'est un micro-exemple. Ça ne relève pas de la loi, ça ne relève pas du règlement, ça ne relève pas d'un pacte de Cahors, d'une baisse de dotation, de quoi que ce soit. Ça relève à un moment par rapport à des outils qui existent, de la capacité à faire. Premièrement, je crois en la décentralisation. On a un sujet sur le logement. Je suis intimement convaincu, et c'est l'axe de ce que le président de la République a dit, que sur ces domaines, il faut aller plus loin. Il y a sans doute, à l'échelle des régions, sur le zonage, sur la répartition, sur le suivi, à être capable d'aller plus loin. Nos communes, pour celles qui veulent construire, ce qui nous pollue, ce sont les recours abusifs. La capacité là-dessus à pouvoir aller plus loin, elle doit pouvoir exister. Maintenant, le problème du prix du foncier, il est beaucoup plus complexe. Parce que si la collectivité décide de vendre à moins cher pour favoriser des parcours résidentiels et des primo-accédants, il transfère le bonus de la plus-value sur le premier qui achète et qui pourra revendre. Et aujourd'hui, les mécanismes qui consistent à avoir des clauses chez le notaire ne sont jamais activés sur la clause anti-spéculation, et on n'a donc pas encore trouvé le moyen satisfaisant de pouvoir conduire une politique qui soit digne de ce nom. Ensuite, on a des débats surréalistes sur la vente éventuelle d'une partie du parc social pour faire en sorte que nos offices disposent de fonds propres qui sont capables de réinvestir, parce que compte tenu des pénalités dans le cadre de la loi SRU, il y a une frilosité, et compte tenu de la manière dont on peut caricaturer ou faire de la démagogie avec ces sujets, on évite de s'engager sur des thèmes de ce type. Mais il va falloir être pragmatique parce qu'on est face à une injonction contradictoire. Le zéro artificialisation nette versus l'augmentation du parc du logement, ça ne marche pas. Et comme les terrains à construire la plupart du temps sont en périphérie, on va quand même pas construire une ville qui sera plus dense à l'extérieur que dans son cœur, avec tout ce qu'on est capable de dire ensuite sur la question des mobilités. Donc il va bien falloir là aussi qu'on soit capable d'assouplir doublement nos perspectives sur le ZAN, sujet qui pour tous les maires est une forme de casse-tête au quotidien, mais qui l'est à toutes les échelles. Vous êtes la région, vous vous rendez bien compte qu'il y a des territoires où la population augmente plus vite que d'autres. Vous êtes
l'État, vous voyez qu'il y a des territoires qui perdent de la population et d'autres qui en gagnent. On va appliquer un zéro artificialisation nette qui va consister à dire à tout le monde, le train sur lequel vous devez être, c'est 2 fois moins de consommation d'espace que pendant la période précédente, quelles que soient vos dynamiques territoriales. On ne tient pas compte du stock. Ceux qui ont déjà fait des efforts au cours de ces 10 dernières années, ils vont avoir moins le droit de construire parce qu'ils ont été vertueux que ceux qui n'ont rien fait, qui vont donc avoir un stock potentiel de constructibilité plus élevé. Voilà des sujets sur lesquels il n'y a pas d'éléments budgétaires, mais sur lesquels ça mérite qu'on se mette autour de la table pour regarder concrètement comment on fait. Parce que là, il y a des clés pour desserrer des programmes de logement avec une acceptabilité sociale et avec une volonté politique pour avancer. Madame Pécresse. Oui, alors le ZAN, nous, en Ile-de-France, on se l'était imposé parce qu'on consommait beaucoup trop d'espace naturel quand je suis arrivée à la tête de la région. Donc on voulait vraiment, on a divisé par 2 le nombre d'hectares consommés par an par la région Ile-de-France. Mais le sujet, c'est qu'on arrive au bout. Parce que quand on est les bons élèves et qu'on essaye de se contraindre, eh bien à un moment donné, on est rattrapé par la patrouille. La patrouille, c'est quoi? C'est le mal logement. Et c'est le fait que les familles veulent des logements plus grands, ont besoin de logements plus grands, aspirent à une meilleure qualité de vie. Donc on a ce sujet-là, il va falloir qu'on en discute avec l'État parce que ça va être majeur. L'Île-de-France est la meilleure élève de France en termes de consommation des espaces naturels. On consomme 4% de la surface bâtie de France avec 12% de la population. Donc on est très dense, très très dense. On a 75% de l'Île-de-France, c'est des espaces naturels et des forêts et des espaces agricoles. On ne veut pas les consommer non plus, mais comment est-ce qu'on fait? Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de trouver un équilibre, et c'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, quand vous coupez un arbre, même si vous vous engagez à en replanter 5, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Et on l'a pour chaque tramway qu'on construit, pour chaque métro. Et nos métros, ils sont essentiels. Parce que vraiment, si on veut réussir la transition écologique, il faut les transports propres et les transports en commun qui viennent partout. Un rapide mot, Emmanuel Grégoire, avant de laisser la conclusion à Monsieur le Ministre. D'abord, rappeler que la période veut qu'un arbre qui tombe fasse plus de bruit qu'une forêt qui pousse, comme dit le proverbe. Mais disons-le quand même, parce que les élus locaux, ils sont confrontés dans une démagogie assez stupéfiante. Et là aussi, je pense qu'on peut se le dire collectivement, dans lequel se complaisent nos oppositions. C'est la politique, voilà, mais c'est une donnée que nous devons prendre en compte. Et puis si les oppositions le font, c'est aussi parce que c'est une résonance d'opinion dont nous devons tenir compte. Quand même, une remarque sur la crise du logement, sur des facteurs qui sont structurellement extrêmement pas préoccupants, parce que ce sont des données sociétales, on ne va pas juger la vie des gens, en l'occurrence. Mais il y a 3 facteurs. Vous donnez l'exemple sur Paris et les travaux préparatoires que nous menons dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme bioclimatique. 3 facteurs contribuent à la baisse du niveau d'occupation, du taux d'occupation des logements de façon spectaculaire. La baisse de la natalité, les familles sont plus petites qu'avant, l'augmentation de la durée de vie qui fait que les logements sont en sous-occupation beaucoup plus longtemps qu'avant, et c'est une tendance que je pense souhaitable socialement, mais enfin qui pose un problème des mutations dans les parcs immobiliers, qui est un sujet y compris législatif qui méritera d'être posé à mon avis. Et le 3e, c'est la décohabitation. Nous avons à Paris 44% de familles monoparentales. C'est une tendance continue, elle est lourde, elle est particulièrement plus accentuée dans les grands centres urbains, mais elle est à mon avis prédictive d'une tendance nationale lourde. Quelle est la conséquence de ces 3 facteurs? Plus pour évoquer le stock de logements disponibles, les effets de type meublé touristique, résidence secondaire. La conséquence, c'est que pour stabiliser la population parisienne à l'horizon de 2030, toutes choses égales par ailleurs, pour loger le même nombre de gens, il faudrait produire 6700 logements par an pour Paris seul. Et ça, sans répondre à un seul besoin de la dynamique démographique globale. Donc il faut aussi tenir compte de ça dans les trajectoires, sinon ça renforcera la crise de logement. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a évoqué Valérie Pécresse, y compris parce que je crois que c'est là le chemin de la soutenabilité. Sortir du faux débat que la densité c'est le mal, la densité c'est le bien. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, c'est le World Economic Forum. Évidemment une densité soutenable, mais la densité est un moyen vraiment le plus efficace de réduire l'empreinte carbone individuelle dans les écosystèmes de vie dans leur très grande diversité. Le deuxième, c'est qu'il faut, au titre de meilleurs équilibres, sans doute dédensifier à certains endroits. Nous essayons de faire à Paris, c'est très compliqué, très cher, mais dédensifier à certains endroits au profit
d'un meilleur équilibre de répartition, incluant d'ailleurs les services publics et les aménités dont nous avons besoin pour bien faire vivre nos quartiers. Et évidemment, la cohérence avec l'emploi et les sous-jacents déplacements pendulaires qui sont quand même un des défauts structurels de notre région. Et donc, je pense que nous allons y arriver. Ça nécessitera de se mettre d'accord. Nous ne l'avons pas toujours été, mais enfin, il n'est pas interdit de nourrir quelque espoir. Et on aura besoin quand même du législateur pour arriver à accélérer un certain nombre de choses en matière de contentieux, en matière de dialogue collectif. Et je le redis, désolé de faire le petit élu de base en matière de financement, monsieur le ministre aussi. Stéphane Baudet, pour conclure, on va se quitter dans quelques instants. Votre réflexion, votre sentiment sur tout ce qui a été dit, sur la façon dont les territoires, les collectivités doivent travailler ensemble aujourd'hui. Pardon. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. C'est peut-être pas forcément nécessaire d'en rajouter. Ville en transition au pluriel, c'est la thématique de ce salon. Elles sont multiples. On doit en permanence réinventer le modèle communal. Ce n'est pas un dogme, c'est parce que la société change. Elle a cette particularité dans la période que l'on vit de changer de plus en plus vite et donc de nécessiter de notre part une agilité de plus en plus accrue. Voilà, c'est ça le sujet. Et donc en effet, une capacité à se parler, à s'entendre, à se comprendre et à travailler les uns et les autres main dans la main. Voilà, il n'y a pas le dessein commun. Vous savez, on est dans un paradoxe politique et ça me permet de reboucler avec votre toute première question. On est dans la culture de l'individualisme. On est dans une culture de la défiance vis-à-vis du politique dans un pays qui, par ailleurs, aime la politique. Et le paradoxe, c'est que celles et ceux qui, encore aujourd'hui, dans notre pays, portent le dessein commun, paradoxalement, ce sont les élus. Voilà. Et donc, si on n'a pas la capacité ensemble à partager pour construire et recréer la confiance, alors on n'y arrivera pas. Je finirai juste, puisque protocolairement, je vais laisser le soin à Christophe en le remerciant à nouveau de sa présence, en remerciant tous nos amis qui sont toujours présents à nos côtés. J'en profite d'ailleurs pour saluer David Lisnard, le président de l'AMF qui était avec nous ce matin, qui a dû repartir, et les présidents d'associations de maires des départements qui étaient présents, pour remercier d'abord l'engagement, toutes celles et ceux qui ont organisé le salon. Je pense à PG Group, évidemment, nos partenaires qui sont fidèles. Et pardon de le dire, parce que on a souvent, quand on lit nos cartes de visite d'élus, la tendance de caricaturer l'aspect un tout petit peu cumulard qui est le nôtre. Rappeler à toutes et tous que l'engagement qui est le nôtre là, à cette tribune dans nos associations, il est bénévole. Et que les associations d'élus, comme beaucoup d'autres associations qui se battent pour le pays, pour le quotidien, et qui sont alimentées par les maires, mais aussi par les maires adjoints, par les conseillers municipaux. J'évoquais Véronique tout à l'heure sur le livre blanc. Elle est maire adjointe, elle n'est pas maire. C'est un travail bénévole considérable. Voilà, je tenais à le souligner parce que ça n'est pas suffisamment dit. On est comme toutes et tous, on est dans un engagement qui dépasse très largement le simple cadre de l'indemnité municipale que nous pouvons percevoir les uns et les autres. Et ce serait bien que pour positiver, réhabiliter la vie publique, on ait aussi le courage de rappeler cela de temps en temps. Monsieur le ministre, on vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin sera bref. D'abord, c'est vraiment pour remercier l'AMIF et son président Stéphane Baudet de m'avoir invité. Et je ne savais pas que j'aurais en plus la joie et le plaisir de déambuler aux côtés de Valérie Pécresse, que je suis heureux de retrouver. Je suis ravi d'avoir commencé de façon très furtive à échanger avec Patrick Ollier sur les quelques enjeux du Grand Paris sur lesquels il a prévu de me réambiancer. Pour en avoir entendu 2 ou 3 autres qui voulaient aussi m'en dire un mot, je pense que c'est un sujet que je vais avoir l'occasion d'approfondir. Je veux remercier Emmanuel Grégoire pour les propos qu'il a tenus et pour la représentation de la ville capitale à ce salon. C'est le premier salon auquel j'ai participé depuis que j'ai été nommé au gouvernement, et à quelques jours d'un remaniement qui va arriver. Je suis intimement convaincu que les sujets qui ont été évoqués ce matin, ils sont de toute façon transversaux et profondément consensuels. Il n'y a pas un habitant de Courcouronnes qui, en 2050, vivra bien le réchauffement climatique si la ville a été efficace, mais qu'aucun autre échelon ne s'est occupé de ça. Typiquement, sur ces sujets, on ne va pas créer des îlots de résistance au changement climatique si on ne travaille pas les uns avec les autres. Parce que les mouvements qui nous concernent dépassent nos frontières administratives, dépassent la question de savoir qui a quelles compétences pour faire quoi, à quel moment. Donc,
s'il y a des volontés communes pour avancer ensemble, et le contexte politique peut le favoriser. C'est l'occasion de se dire, vous avez besoin de quoi? Et au lieu qu'on arrive avec une vision qui consiste à dire, voilà comment on va faire, c'est oui ou c'est non, l'espace pour dire, nous, on y va ci à ça, on accélère avec telle condition, avec telle compétence, avec telle feuille de route, c'est exactement le point auquel nous sommes rendus collectivement. Et donc, qu'au travers de ce salon, ce soit le lancement d'une phase de dialogue, d'une phase d'échange dans lequel, puisqu'on regarde le même point et qu'on a les mêmes ambitions et les mêmes objectifs pour nos habitants, on trouve effectivement le chemin réglementaire, financier et de dialogue qui nous permet de l'atteindre. Merci beaucoup pour votre invitation. Excellent salon et merci à la MIF. Merci Monsieur le Ministre, merci à tous. Rendez-vous ici à 15h avec une autre conférence qui parlera des impacts de la crise sanitaire sur les déplacements et les modes de vie en Île-de-France. Merci et bon salon à tous.